Mes parents égoïstes ont donné à ma fille un jouet cassé à 5 € pour Noël et ont dit, tu n'es pas la préférée. Les vrais cadeaux sont pour tes cousins. Ma fille s'est mise à pleurer. Tout le monde a ricané, même les enfants de ma sœur. Mais 20 minutes plus tard, la maison est devenue silencieuse quand j'ai gâché Noël. Pour ma fille, c'est cette partie que je me repasse en boucle. Pas ce qu'ils ont fait, ni même ce qu'ils ont dit, mais le fait que je l'ai emmené là-bas en sachant exactement quel genre de personnes ils sont, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû remettre les pieds dans cette maison. Ce n'était pas comme si c'était nouveau. Mes parents ont toujours fait comprendre douloureusement qui est leur vraie famille, ma sœur, ses enfants, et mon frère quand il se tait. J'étais juste celle qui faisait le travail, arrivait en avance, aidait à l'entreprise et assurait leurs arrières quand ils étaient trop paresseux pour gérer les choses eux-mêmes. Mais quand il s'agissait d'amour, de respect, même de décence élémentaire, j'étais la dernière sur la liste. Puis Chloé, elle, n'a jamais été sur la liste pour commencer. Alors, je me suis dit qu'ils vieillissaient, que peut-être cette année ils essaieraient davantage, que peut-être ils réaliseraient qu'ils avaient manqué 6 anniversaires d'affilée et que donner un peu d'attention à un enfant à Noël ne les tuerait pas. J'ai dit à Chloé que nous allions chez mamie et papy. Elle était toute excitée. Elle a même choisi une robe 2 jours à l'avance et a demandé si elle pouvait apporter la photo qu'elle avait imprimée d'elle et de mon père l'été dernier, celle où il a l'air de vraiment sourire. Il faisait chaud ce jour-là. Il l'avait laissé tenir la canne à pêche. Elle en parle encore. Nous sommes donc arrivés le matin de Noël, cadeau à la main, et j'ai su en 10 secondes que c'était une erreur. La maison était trop parfaite. Ma mère était trop souriante. Ma sœur filmait déjà tout avec son téléphone. Ses jumeaux étaient assis devant la montagne de cadeaux, criant et riant comme si c'était un jeu télévisé. Personne n'a rien dit à Chloé. Pas « bonjour », pas « joyeux Noël ». Elle s'est assise à côté de moi sur le bord du canapé, serrant sa petite photo emballée. Elle a attendu. J'ai attendu. Mon frère est arrivé un peu en retard et m'a lancé un regard qui disait « Tu regrettes déjà d'être ici, n'est-ce pas ?» Puis sont venus les cadeaux. Les cousins ont tout eu. On parle d'iPad tout neuf, de vélo, de basket, de kits d'art personnalisés et de bijoux. Même le chien de ma sœur a eu une chaussette remplie de friandises et de jouets. Chloé continuait de regarder, polie comme toujours, et je me détestais de l'avoir laissé espérer. Finalement, ma mère a cherché sous le sapin et a sorti un paquet froissé et à moitié déchiré. Elle avait l'air confuse, comme si elle ne se souvenait même pas de l'avoir emballé. Elle l'a tendu à Chloé sans un mot. À l'intérieur se trouvait un cheval en plastique bon marché. Une jambe était nettement cassée. Il y avait des rayures sur le côté, et quelqu'un avait gribouillé dessus avec un marqueur permanent. On aurait dit qu'il venait du fond d'un bac à jouets sale dans un vide-grenier. Chloé l'a fixé. Elle n'a pas dit un mot. Mon père, sirotant déjà quelque chose de fort, a gloussé et a dit assez fort pour que tout le monde entende, elle n'est pas la préférée. Les vrais cadeaux sont pour tes cousins. Et c'était tout. Tout le monde a ri, même les enfants. Ma sœur a souri d'un air suffisant, comme si elle appréciait le spectacle. Ma mère n'a pas scié, elle est juste passée à la distribution d'autres cadeaux, vrais, petits-enfants. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Elle a essayé de se retenir, mais elle n'a pas pu. Elle a enfoui son visage dans ses mains et s'est mise à pleurer. Je suis resté figé une seconde, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la rage, la honte et une clarté vive et grandissante. Mon frère s'est levé. Il leur a dit que c'était dégoûtant. Il leur a dit qu'il humiliait un enfant. Il leur a dit qu'ils étaient brisés. Mon père lui a dit de se taire. Ma sœur a levé les yeux au ciel. J'ai emmené Chloé dans le couloir. Elle n'arrêtait pas de demander si peut-être il lui avait donné le mauvais cadeau par erreur, s'ils avaient peut-être autre chose pour elle dans l'autre pièce. J'ai dit, non, ma chérie. C'est tout. Elle a pleuré plus fort, et j'ai décidé sur le champ que j'en avais fini de prétendre que c'était une famille. 20 minutes plus tard, les rires se sont calmés. Ma sœur était trop occupée à télécharger des photos. Ma mère servait du gâteau. Je suis revenu, calme. J'ai ramassé les 2 cadeaux chers et attentionnés que j'avais apportés pour mes parents et les ai replacés doucement dans mon sac. Mon père a été le premier à le remarquer, il m'a demandé ce que je faisais. Je les ai tous regardés, même les enfants, qui me fixaient maintenant comme si quelque chose avait changé. Et j'ai dit,
j'espère que vous avez apprécié votre petit spectacle, parce que j'ai mon propre cadeau de Noël, et celui-ci, vous ne l'oublierez pas, on aurait pu entendre une mouche voler. Je ne travaillerai plus pour vous. » Au début, ils ont cru que c'était une blague. Mon père a ricané comme si je faisais une petite scène dramatique. Ma mère m'a regardé avec son visage de thérapeute condescendante, celui qu'elle utilise quand elle pense que quelqu'un fait une crise de nerfs. Ma sœur a levé les yeux au ciel, a chuchoté quelque chose à son mari et a pris une autre part de tarte comme si rien d'important ne se passait. Puis je leur ai dit que c'était vrai. Que j'avais discrètement construit quelque chose au cours de la dernière année, planification, apprentissage, réseautage. Que l'investisseur avec qui je m'étais entretenu avait tout finalisé la semaine dernière. Que je lançais une entreprise, la mienne, et pas seulement une petite activité secondaire. Non, directement dans leur secteur. En concurrence directe. Et pas petite, non plus grande que ce qu'ils avaient bâti, un meilleur modèle, une structure plus saine, sans les accords douteux, sans le népotisme, et certainement sans l'abus qu'ils appelaient de « l'amour vache ». J'avais pris des notes toutes ces années pendant qu'ils pensaient que j'étais juste leur roue de secours surmenée. Mon père a cessé de sourire. Il s'est levé et m'a demandé de quoi diable je parlais. Il a dit que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Il a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ma mère est devenue pâle. Elle m'a demandé pourquoi je leur ferais ça. Quelle sorte de fille met le feu à sa famille? Je lui ai dit que c'était simple. Vous ne m'avez pas traité comme une fille. Et vous n'avez certainement pas traité Chloé comme une petite fille. Je ne mets pas le feu à ma famille. Je m'éloigne du feu que vous allumez depuis des années. C'est là que ma sœur a craqué. Elle a dit que j'étais égoïste. Que c'était de la jalousie, pure et simple. Que ce n'est pas parce que ses enfants avaient plus de succès, que je devais essayer de tout détruire. Plus de succès? Ils ont 8 ans. Ils reçoivent des iPads simplement pour exister. Chloé apporte un cadre photo fait main et se fait humilier devant toute la famille, et c'est moi la jalouse? Mon frère a finalement pris la parole. Il leur a dit d'arrêter de parler. Il leur a dit qu'ils étaient aveugles. Que j'avais parfaitement le droit de faire ce que je faisais. Que ce n'était pas soudain, cela n'avait que trop tardé. Puis il a pris Chloé dans ses bras, qui s'était approchée dans le couloir, tenant toujours le cheval en plastique cassé. Elle essayait de ne pas pleurer à nouveau, écoutant juste depuis le coin du mur. Il lui a dit qu'ils allaient monter faire du chocolat chaud et jouer à un jeu, que ce serait un meilleur Noël là-haut. Il m'a regardé avant de quitter la pièce et a dit, « Tu n'as pas tort de faire ça. Tu aurais dû le faire il y a des années. » En bas, mes parents ont perdu la tête. Mon père a dit que j'étais ingrate, que je tournais le dos à tout ce qu'ils avaient construit pour moi. Je lui ai rappelé que c'est moi qui l'avais construit. Chaque heure supplémentaire, chaque appel tardif, chaque problème qu'ils me refilaient parce qu'ils n'avaient pas le temps. Je leur ai dit qu'ils ne m'aimaient que lorsque je restais silencieuse et utile. Que dès la seconde où je demandais quoi que ce soit un congé, de la flexibilité, une augmentation je devenais un fardeau. Ils ont essayé de retourner la situation, bien sûr. Ils m'ont dit qu'ils étaient juste durs avec moi parce qu'ils croyaient en moi. Ils m'ont dit que tout cela était pour mon propre bien. Je leur ai demandé si donner à ma fille un jouet cassé à 5 € était aussi pour son bien. Ma sœur est de nouveau intervenue, élevant la voix, disant que j'étais vindicative, que je le regretterais. Elle m'a traité de traîtresse. Je lui ai dit que je n'avais poignardé personne. J'ai juste arrêté de leur tendre le couteau chaque année et de les regarder l'utiliser sur moi et ma fille. Et puis ma mère a pleuré. Elle a dit que c'était le pire Noël de tous les temps. Elle a dit que j'avais tout gâché. Elle avait l'air de s'attendre à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, « J'espère que vous avez apprécié le dernier Noël où je suis venu en prétendant que nous étions encore une famille, parce que l'année prochaine, vous ne saurez même pas où nous sommes. » Et je le pensais. Je suis monté chercher Chloé. Elle était assise avec les enfants de mon frère, riant pour la première fois de la journée. Je l'ai remercié à voix basse. Il n'a rien répondu, a juste hoché la tête. C'était suffisant. J'ai pris nos manteaux, attrapé notre sac et je suis parti sans dire au revoir. Nous n'avions pas besoin de leurs cadeaux. J'avais quelque chose de plus grand. J'avais la liberté. Chloé s'est endormie avant même que nous sortions du quartier de mes parents, la tête appuyée contre la fenêtre, serrant le lapin en peluche que la fille de mon frère lui avait discrètement donné à l'étage. Elle ne pleurait plus, mais il y avait quelque chose de pire sur son visage, le silence.
Ce genre de silence qui n'apparaît que lorsque quelque chose se brise pour la première fois et que la personne ne sait pas comment le réparer. Et je l'ai détesté de lui avoir infligé ça. Je l'ai porté jusqu'à son lit quand nous sommes rentrés. Elle ne s'est pas réveillée. Je me suis assise au bord de son lit pendant un moment, pensant à la façon dont je les avais laissés lui faire ça. J'aurais pu partir il y a des années. J'aurais dû. Mais je continuais à m'accrocher à l'idée qu'ils étaient de la famille et que la famille signifiait quelque chose. Cette nuit-là, j'ai écrit l'email de démission. Il n'était pas émotionnel, pas de long monologue dramatique, juste des faits. Je leur ai dit que je ne travaillerais plus dans l'entreprise, que je n'étais plus leur plan de secours, que je ne répondrais plus aux appels tardifs, ne couvrirais plus les erreurs grossières, ni ne ramasserais les morceaux de leur négligence. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Je m'attendais à une sorte d'explosion, mais les premiers jours furent d'un calme plat. Pas même un accusé de réception, comme s'il pensait que m'ignorer annulerait tout. Une semaine plus tard, le premier message est arrivé. C'était de ma mère, agissant comme si de rien n'était, demandant si Chloé avait apprécié son « joli petit cheval ». Elle a dit qu'elle trouvait ça drôle et que ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas répondu. Mon silence a dû les agacer car le message suivant venait de mon père, « Tu réagis de manière excessive. Tu le regretteras. Tu ne réfléchis pas correctement. » Aucune surprise. Mais la vraie surprise, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Rien. Pas de colère, pas de peine. Juste la confirmation que j'avais pris la bonne décision. Je me suis plongé dans mon entreprise. L'investisseur avec qui je me suis associé n'était pas seulement de l'argent. Elle croyait en ce que je voulais construire, quelque chose d'éthique, de frais, de durable. Elle m'a même présenté à 2 autres anciens cadres qui cherchaient à collaborer. En 3 semaines, j'avais un espace de bureau, un nom, un logo et 3 membres d'équipe, tous des gens qui avaient quitté l'entreprise de mes parents au fil des ans parce qu'ils en avaient assez des jeux de pouvoir. Les 5 premiers clients ont signé avec nous à la mi-janvier. 2 d'entre eux étaient d'anciens clients de mes parents. Je ne les ai pas approchés. Je n'ai rien volé. Ils sont venus d'eux-mêmes. L'un d'eux a même dit, « J'ai toujours pensé que vous étiez le moteur de tout de toute façon. Vous étiez la seule qui s'en souciait. » À ce moment-là, mon téléphone était devenu étrangement silencieux. Pas de texto de ma sœur, pas de mail culpabilisant de ma mère, pas même de remarques désobligeantes de mon père. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des choses subtiles. Les publications de ma sœur sur les réseaux sociaux ont changé. Au début, c'était ses mises à jour suffisantes habituelles, brunch, fête d'anniversaire, ses jumeaux s'épanouissant. Puis elle a commencé à partager des choses sur la trahison, la loyauté, les drames familiaux, ces citations vagues et en quête d'attention qui ne mentionnent personne nommément mais crient le désespoir. Je n'ai pas réagi. Puis, fin janvier, Chloé m'a demandé quelque chose pour laquelle je n'étais pas prête. Elle a dit, « Penses-tu que mamie et papy ont oublié que j'existe ?» Je lui ai demandé pourquoi elle pensait ça. Elle a dit, « Parce que s'ils se souvenaient de moi, ils ne riraient pas quand je suis triste. » Je lui ai dit, « Non, ils ne t'ont pas oublié. Mais parfois, les gens ne savent aimer que la version de quelqu'un qui les fait se sentir puissants. Et les enfants comme toi, avec de grands cœurs et des voix douces, sont ignorés quand les gens autour d'eux ne se soucient que du contrôle. » Elle n'a pas tout à fait compris, mais elle a hoché la tête, puis a demandé si elle pouvait avoir la boîte à musique rose que nous avions vue au centre commercial, celle avec la petite ballerine qui tournoyait quand on l'ouvrait. Ses cousins avaient reçu la même de mes parents pour Noël. Je l'ai achetée le lendemain matin, et je lui ai dit que c'était de la part de mamie et papy parce que je ne supportais pas l'idée qu'elle se croie indigne qu'on pense à elle. Début février, mon entreprise était florissante. Nous avons doublé notre liste de clients. J'avais des bilans hebdomadaires avec mon équipe. Les gens nous appelaient, nous recherchaient. Même quelques noms que je reconnaissais du cercle intime de mes parents posaient des questions. Puis un mardi, j'ai reçu la carte. Une enveloppe blanche avec une bordure dorée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle, un petit dîner de réunion de famille chez mes parents. Juste la famille immédiate. Le 10 février. Dîner décontracté. Se reconnecter. Il n'y avait aucune excuse, aucune mention de ce qui s'était passé, aucune explication, juste une fausse chaleur et une invitation à revenir. Je l'ai fixé pendant un long moment. Non pas parce que j'étais tenté, mais parce que j'ai finalement réalisé ce que c'était.
Ils ne me contactaient pas parce que je leur manquais. Ils me contactaient parce qu'ils avaient besoin de moi. L'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine pendant quelques jours à côté des crayons de Chloé et d'une pomme à moitié mangée. Je la regardais, passais devant, faisais semblant de ne pas être curieuse, mais je l'étais. Non pas parce que j'espérais qu'ils avaient changé, je savais que non, mais parce que je voulais voir quel serait leur prochain coup. C'était une invitation formelle à un petit dîner de famille. Manuscrite, reconnectons-nous. Juste la famille immédiate, comme au bon vieux temps. C'était risible. Mais ensuite, mon frère a appelé. Il en avait reçu une aussi. Il a dit qu'il ne prévoyait pas d'y aller non plus jusqu'à ce qu'il ait une étrange interaction avec quelqu'un du bureau de nos parents. Apparemment, leur plus ancien client avait discrètement mis fin à son contrat 2 semaines auparavant. Aucune annonce, juste parti. Ce même client m'avait appelé vendredi dernier. J'ai dit à mon frère que j'y réfléchirais. Et puis, sans le dire à personne, je me suis présenté. C'était le 10 février, venteux, froid et étrangement calme dans leur rue. Je suis entré par la porte d'entrée comme je le faisais à l'époque où je jouais encore le rôle. Le visage de ma mère était un mélange de surprise et de calcul. Elle était habillée comme si elle attendait un investisseur, pas une fille. Mon père était déjà assis à la table de la salle à manger, penché en arrière avec un verre comme si c'était juste un autre dimanche soir. Ma sœur avait l'air agacée de me voir, son 3e verre de vin déjà posé à côté de son assiette intacte. Je n'ai pas amené Chloé. Pas question de la laisser s'approcher à nouveau de cette maison. Ils n'ont pas demandé où elle était. Ils ont fait la conversation pendant près de 30 minutes. Mon père a parlé des évolutions du marché. Ma mère s'est vantée de la façon dont ses amis se tournaient encore vers eux pour obtenir des conseils. Ma sœur n'arrêtait pas de montrer des photos de ses enfants et de prétendre que son mariage ne s'effondrait pas en temps réel. Puis le ton a changé. Mon père s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans un discours soigneusement répété. Il a dit qu'ils avaient réfléchi. Il a dit qu'il voyait maintenant à quel point j'avais contribué. Qu'il voulait arranger les choses, vraiment les arranger. Il m'a regardé dans les yeux et a dit qu'il m'offrait un partenariat. Une participation égale, un titre complet, un contrôle partagé. Tout ce que j'avais à faire était de revenir. Ma mère a enchaîné avec l'appel émotionnel. Elle a dit que je leur manquais, que Chloé leur manquait. Que la famille ne faisait pas toujours les choses bien, mais qu'ils essayaient. Ma sœur n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste observé avec ce sourire narquois, comme si elle attendait que je supplie. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que je passais mon tour. Ils ont demandé pourquoi. J'ai demandé pourquoi pas. Après des années à me mépriser, après avoir humilié ma fille, après avoir ignoré ma voix dans l'entreprise et m'avoir traité comme du personnel avec un nom de famille commun, ils ont tourné autour du pot. Bien sûr, mon père a dit quelque chose sur le timing. Ma mère a dit quelque chose sur la guérison. Alors, je leur ai donné la vérité. Parce que vos plus gros clients partent. Parce que votre chef de projet a rejoint mon entreprise la semaine dernière et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Parce que votre réputation est en train de chuter, et que vous pensez que je suis votre bouée de sauvetage. Ma sœur a ricané, disant que je délirais. Alors, j'ai sorti une enveloppe de mon sac, exactement comme celle qu'il m'avait envoyée. Je l'ai glissée sur la table vers mon père. Il l'a ouverte, pensant que c'était un contrat. C'était une offre de rachat. Pas pour que je les rejoigne, mais pour qu'ils vendent tout. Une sortie propre. Ils pourraient prendre leur retraite, dire au monde que c'était prévu, sauver leur fierté et s'en aller avant que leur marque ne s'effondre complètement. Le visage de mon père est devenu rouge. Ma mère s'est figée. Ma sœur a renversé son verre de vin. Je leur ai dit que l'offre était réelle, soutenue par l'un de mes investisseurs, déjà examinée par 2 de leurs anciens clients qui avaient accepté de faire la transition si l'accord était conclu. Ils ont commencé à parler les uns par-dessus les autres. Mon père a dit que j'essayais de les effacer. Ma mère a appelé ça une trahison. Ma sœur m'a juste regardé comme si elle ne me connaissait pas. Puis mon frère est entré. Il avait été dans la cuisine tout ce temps, à écouter, à observer. Il s'est assis en face de moi et a dit calmement, « Je pense qu'elle vous offre de la miséricorde. » Personne n'a parlé après ça. Je me suis levé, je les ai remerciés pour le dîner et je leur ai dit qu'ils avaient une semaine pour considérer l'offre. Après cela, je cesserai d'être généreuse. Mon frère m'a raccompagné à la voiture. En chemin, il m'a demandé si je le pensais vraiment.
Est-ce que je prendrais vraiment le contrôle de toute l'entreprise? J'ai dit oui, mais seulement parce qu'il ne m'avait pas laissé d'autre choix. Le lundi, le silence s'était fissuré. Le premier signe de pression est arrivé tôt, un appel manqué de mon père juste après 8 heures du matin. Pas de message vocal. Classique de sa part. Puis, vers midi, ma mère a envoyé un texto qui ressemblait à une pensée après coup, je pense juste à toi. Peut-être pourrions-nous prendre un café cette semaine, juste nous deux. Ça n'a pas besoin d'être à propos de l'entreprise. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, ma sœur a posté une photo de leur bureau avec la légende « Certaines personnes fuient les vraies responsabilités ». Subtil, certes, mais pas assez. Je savais ce qui se passait. Ils ne paniquaient pas encore, mais le sol commençait à se dérober sous leurs pieds. Je pouvais presque entendre les conversations chuchotées derrière les portes closes, les regards rapides et les réunions, la prise de conscience que je n'avais pas bluffé. Le mardi, j'ai eu ma confirmation. Un ancien fournisseur m'a transféré un email que mon père avait envoyé, demandant s'ils avaient entendu quoi que ce soit sur mon opération, sa stabilité, si j'étais fiable. Il avait ajouté une ligne charmante à la fin, j'essaie juste de protéger les anciennes relations d'être entraînées dans le chaos. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste transféré à mon avocat et j'ai continué ma journée. Le mercredi est arrivé avec une tentative encore plus désespérée. Ma mère s'est présentée à mon bureau sans prévenir. J'ai reçu un message de mon assistante qui disait « Votre mère est là ». Elle demande 5 minutes et dit que c'est urgent. Je l'ai rencontrée dans le hall. Elle avait cette chaleur forcée dans les yeux qui précédait généralement une tentative de me culpabiliser. Elle a pris ma main comme si nous étions deux personnes se reconnectant après des années, pas deux personnes aux côtés opposés d'une guerre. Elle a dit qu'ils avaient réfléchi, que peut-être ils avaient tous mal géré Noël, que peut-être cette offre était arrivée trop tard, et qu'ils étaient prêts à l'ajuster. Je lui ai dit que nous pourrions parler en présence d'avocats, par écrit, et pas devant mon personnel. Elle a cligné des yeux comme si les mots ne s'enregistraient pas tout à fait. Puis elle a dit, « Sophie, que t'est-il arrivé ?» J'ai souri et j'ai dit, « J'ai commencé à me traiter de la même manière que je vous ai toujours traité. » Elle est partie sans un autre mot. Jeudi, ma sœur a perdu les pédales. Elle a posté une longue diatribe énigmatique en ligne sur les fausses femmes qui prétendent être de la famille jusqu'à ce qu'elles aient un peu d'argent et se prennent pour des PDG. C'était suivi de 5 hashtags, dont l'un était simplement pathétique. Mais ce n'était pas la partie surprenante. La partie surprenante était le commentaire d'un de leurs anciens partenaires. Une phrase simple et calme, en fait, Sophie a toujours été celle en qui nous avions confiance. Et puis le vendredi est arrivé. Mon investisseur m'a transféré un message vocal qu'elle avait reçu de mon père. Une minute entière de lui prétendant être calme tout en essayant de me saboter. Il lui a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'avais l'habitude de brûler les ponts, que je n'étais pas prête à diriger quoi que ce soit, encore moins une entreprise. Elle ne me l'a pas seulement envoyé. Elle l'a transcrit et a ajouté une note, il a l'air effrayé. Cela signifie généralement que vous faites quelque chose de bien. Puis elle m'a envoyé un petit bouquet de fleurs et une bouteille de vin. La carte disait, la pression fait les diamants. Et votre père vient de vous donner une pelle. Le samedi est arrivé tranquillement. Pas de message, pas d'appel, pas d'excuse soudaine, juste un email envoyé à 23h57, 3 minutes avant la date limite. Sujet, nous ne sommes pas prêts à vendre. Il faisait 2 paragraphes. Ils disaient qu'ils en avaient discuté et avaient décidé de continuer à diriger l'entreprise eux-mêmes. Ils disaient qu'ils croyaient en l'héritage, que l'entreprise méritait de rester dans la famille, et qu'ils étaient ouverts à un partenariat d'essai avec moi si j'étais prête à regagner leur confiance. Je suis restée assise et je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que je m'attendais à une meilleure manipulation. Ils pensaient encore que j'avais besoin d'eux. Dimanche matin, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit qu'ils avaient refusé l'offre. Il m'a demandé si cela me convenait. Je lui ai dit que j'avais déjà abandonné l'idée de faire partie de leur héritage. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il voulait partir aussi. Il avait passé des années à essayer de maintenir l'équilibre, à essayer de me protéger et de maintenir la famille unie. Mais cela lui avait coûté plus qu'il ne le réalisait. Il en avait assez d'être leur pacificateur, assez de travailler pour des gens qui utilisaient la famille comme un bouclier pour chaque mauvaise décision qu'il prenait. Je lui ai dit que j'avais une place pour lui dans mon équipe. Il a dit, envoie les papiers.
Cet après-midi-là, je l'ai intégré comme consultant. Le mercredi, il avait remis sa démission. Je ne me sentais pas victorieuse. Il ne s'agissait pas de gagner. Mais en regardant mon frère entrer dans mon bureau ce vendredi-là, un café dans une main, la boîte à lunch rose de Chloé dans l'autre parce qu'il avait proposé de la déposer à son école, j'ai réalisé autre chose. Nous ne nous éloignions pas seulement d'eux. Nous commencions quelque chose de mieux. Mars est arrivé sans drame, sans appel surprise, sans intervention familiale mise en scène, juste des journées nettes et sans interruption. Notre bureau devenait plus animé. Nous intégrions un nouveau client presque chaque semaine. Mon frère s'épanouissait dans son nouveau rôle, non seulement en soutenant les opérations, mais en construisant des systèmes que nous n'avions jamais eu le temps de mettre en place lorsque nous étions noyés dans le désordre de nos parents. Il était quelqu'un de nouveau maintenant, quelqu'un de plus léger. Il m'a dit un après-midi alors que nous déjeunions sur le balcon du bureau que c'était comme s'il avait été sous l'eau pendant des années et se souvenait enfin de ce qu'était l'air. Il a dit, ce n'est pas seulement le travail. C'est de ne pas entendre mon téléphone sonner et me demander si c'est papa qui va crier ou maman qui va pleurer. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Chloé allait mieux aussi. Elle avait recommencé à fredonner en dessinant. Elle ne posait plus autant de questions sur mes parents. Ses dessins n'avaient plus de cœur brisé dans les coins. Puis, comme une horloge, le premier message est arrivé. C'était de ma mère. Un long email prudent. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi et voulait parler de femme à femme. Elle disait que Chloé leur manquait et espérait que je pourrais voir que les familles ont des saisons difficiles, que peut-être nous avions tous été trop émotifs à Noël. Elle a admis que l'entreprise traversait une saison difficile, et elle voulait parler de ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle collaboration. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais confuse, mais parce que j'étais si détaché que j'avais l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Pas de message. Le lendemain, j'ai reçu des fleurs au bureau. Pas de nom, juste une note qui disait « Réglons ça avant qu'il ne soit trop tard ». Je les ai fait jeter avant qu'elles n'atteignent mon bureau. Ils ne cherchaient pas une famille. Ils cherchaient un sauvetage. Je n'ai pas répondu. Ce vendredi-là, ma sœur a envoyé un texto qui disait seulement « Tu as gagné ». Heureuse maintenant ? Je ne lui ai pas répondu non plus, parce qu'il ne s'agissait jamais de gagner. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait de mettre ma fille dans un monde où elle n'aurait pas à travailler pour l'amour qu'elle méritait, où on ne se moquerait pas d'elle par des gens qui prétendaient l'aimer, où elle ne grandirait pas en regardant sa mère se faire toute petite pour maintenir la paix. La semaine suivante, mon frère et moi avons finalisé un accord avec un client majeur, un qui avait été une pierre angulaire de l'entreprise de nos parents pendant des années. Nous ne les avions pas approchés. Ils nous avaient contactés. Quand je l'ai dit à mon investisseur, elle a juste souri et a dit « L'héritage n'a rien à envier à l'élan ». Ce week-end-là, je les ai tous bloqués. Téléphone, réseaux sociaux, toute trace d'accès qu'ils avaient à moi avait disparu. Non pas parce que j'étais en colère, cela s'était estompé. Non pas parce que je voulais me venger, j'avais déjà ce qui comptait. Je les ai bloqués parce que j'en avais fini de gaspiller de l'énergie à expliquer ma décision à des gens qui ne me voulaient que lorsqu'ils coulaient. Chloé n'a plus jamais posé de questions à leur sujet après cela, jusqu'à un calme mardi soir d'avril. Elle travaillait sur un projet scolaire sur les familles, dessinant de petites silhouettes en papier de personnes à table. Il y avait moi, son oncle, et même notre réceptionniste. Elle s'est arrêtée, a fixé son papier un moment, et a demandé « Penses-tu que mamie et papy seront un jour plus gentils ?» Je n'ai pas menti. J'ai dit « Peut-être, mais ce n'est pas ton travail d'attendre qu'ils le comprennent. » Elle a hoché la tête et a ajouté son lapin en peluche au dessin. Nous avons terminé le projet, fait du chocolat chaud et dansé dans le salon comme nous le faisions avant que tout ne devienne compliqué. Cette nuit-là, quand je l'ai bordée, elle a chuchoté « Notre famille est mieux maintenant. » Et elle avait raison. Non pas parce qu'elle était plus grande, non pas parce qu'elle était plus bruyante, mais parce qu'elle était enfin la nôtre. Nous n'avons pas seulement survécu à ce qu'ils nous ont fait. Nous avons construit quelque chose de mieux malgré cela. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti que j'avais besoin de tourner la page, parce que partir n'était pas une fin. C'était un commencement.